cinéma. Le cinéaste et comédien Xavier Dolan est avec nous ce soir. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Merci d'être là. C'est plaisir. Vous êtes rare, quand même. Rare? Oui. C'est rare que vous donnez des entretiens, que vous accordez des entretiens. Ben, pas à toi, pas à vous. Une fois par année. Une fois par À année. peu près. On s'est informé, on se donne des nouvelles. Oui. Xavier, vous venez d'avoir 36 ans. C'était le 20 mars dernier. Exact. Et vous comptez déjà 17 ans de carrière comme cinéaste. Non, mais c'est hallucinant quand même. 17 ans de carrière à 36 ans. Faut le faire. Une série télé de prestige à votre actif, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. 8 longs métrages, Mommy, qui a remporté le prix du jury à Cannes en 2014, dont on a souligné les 10 ans l'an dernier. César du meilleur film aussi étranger. Et Juste la fin du monde, entre autres, là, je nomme quelques films. Grand prix du Festival de Cannes en 2016. 3 trophées lors des Césars en 2017, dont celui du meilleur réalisateur. On demandait à Gilbert quel regard il porte sur sa carrière à lui, ses 55 ans de carrière. Quel regard vous portez sur vos 17 ans de métier déjà, Xavier? Ben, il y a quand même, sur ces 17 ans de métier-là, 6 ans où, à part cette série, j'ai rien fait. Donc, j'ai fait des publicités, j'ai fait des vidéoclips, mais ça fait un moment que j'ai pas réalisé de film quand même. Donc, ça me paraît être aussi dans un bloc, le mot bloc que tu as utilisé, Gilbert, ça me paraît être dans un bloc un peu distant, un peu lointain, ces films-là, cette vie-là. J'ai hâte de m'y remettre, en fait. Les gens qui aiment votre cinéma ont hâte aussi que vous vous remettiez à ça. Pourquoi c'est long comme ça? Pourquoi 6 ans? C'est votre choix aussi. Vous l'avez vous-même choisi. Ben, de la même manière où j'ai fait un film par année pendant 7 ans, là, je vais en avoir passé 700 en faire. Il faut que l'inspiration soit là. Il faut qu'il y ait un sujet qui nous dévore, dans lequel on a envie de se déverser. Puis c'est tellement taxant, c'est tellement compliqué, long. De faire des films chérants aussi. Moi, je le fais de façon passionnée ou je le fais pas du tout. Donc, à chaque fois, ça me consume, en quelque sorte. C'est intense, hein? C'est intense, ces 17 années-là dans votre vie. C'est très intense, puis c'est coûteux aussi pour moi parce que, ben, je me paye jamais pour le faire. Je réinvestis mon cachet dedans parce qu'on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de temps. Même quand on a beaucoup de temps puis qu'on a beaucoup d'argent, on n'a pas assez de temps puis on n'a pas assez d'argent. C'est un classique. Je suis sûr que James Cameron n'avait pas assez de temps et d'argent pour faire Titanic. Et d'ailleurs, je le sais. Il vous l'a dit? Ben, il me l'a pas dit, là, mais il l'a dit à tout le monde. Puis je l'ai lu je l'ai su, je l'ai vu dans des qui a coûté documentaires. 200 millions. À l'époque, moi, je l'avais interviewé lors de la sortie de ce film-là. Il était tellement nerveux, Xavier, qu'il en était extrêmement désagréable avec les journalistes, parce que tout le monde prédisait que ce serait un four. Je pense que c'est son état naturel quand même. Je pense que c'est quelqu'un d'assez désagréable. Il y a assez d'argent pour Avatar. Il y a une constance dans son désagrément. Là, dans son, C'est pas le seul cinéaste désagréable. Hein. Il y en a désagréables, mais bon. Il y en a d'autres. Je cite votre collègue Denis Villeneuve, invité de l'émission web Vidéoclub en janvier dernier. Alors, je le cite. Hein. Xavier, il me fait chier parce qu'il a réussi à faire très jeune ce que je rêvais de faire. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à créer une planète à lui. La chose la plus difficile à faire pour un cinéaste, c'est d'arriver à s'imposer. À imposer un regard, à imposer une signature. Ça prend des années pour faire ça. Xavier, il a réussi à le faire à 19 ans. Il fait chier. Bon. C'est super. C'est un énorme compliment, vous aurez compris, bien sûr. Bien sûr que j'ai compris. Puis il m'a même écrit après pour me dire tu l'as pas mal pris. Hein, ce que je voulais dire, c'est que mais non, Denis, pas du tout. Mais non, mais on s'aime beaucoup. Puis mais il a raison quand même. C'est vrai que vous avez réussi à imposer une planète à vous à l'âge de 19 ans. Comment on fait ça, Xavier? Je le sais pas parce que je n'y ai pas vraiment pensé. Tu sais, c'était pas mon projet. Mon projet, c'était de me raconter, histoire après histoire. Puis s'il y a eu cette planète-là, ben tant mieux. Mais je pensais à un film à la fois. J'ai pas construit quelque chose. J'ai pas pensé à une œuvre globale. Tu sais, j'avais juste besoin de dire ces choses-là au moment où il fallait que je les dise. Puis on pense pas assez. Peut-être qu'on peut y penser, peut-être qu'on peut planifier à long terme. Mais moi, je pensais film par film, rôle par rôle, scénario par scénario. Puis, il y a quelque chose qui s'est construit. Je pense que ce qui veut dire par planète, c'est que j'ai fait des films peut-être sans me poser trop de questions, puis sur les choses qui me tenaient à cœur. Vous étiez libre. Vous êtes libre. Oui. Ah? J'étais libre. Vous l'êtes plus? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais l'être. Mais pour être libre dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de certaines choses, de certains moyens, certaines ressources, et je ne sais pas si je vais pouvoir y avoir accès pour mon prochain film. C'est justement ce que je me demande en ce moment. La question du moment.
Donc, à suivre. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle ou vous voulez que je passe à la prochaine question. Là, J'aimerais ça qu'on passe à la prochaine question. En tout cas, il y a une inquiétude. Mais la liberté, c'est en nous aussi. C'est quelque chose que... Ouais. La liberté, c'est de ne pas dépendre des autres, mais c'est évidemment impossible dans notre industrie qui est en mouvance perpétuelle. Puis, pas dans une direction nécessairement intéressante, surtout pas financièrement, surtout pas... C'est quoi à l'époque actuelle? On ne prend pas de risques, on est moins audacieux, on a plus envie de choses conformes? Ou... Ben, nous, on est dans une contre-culture ici au Québec, donc on dépend évidemment des subsides gouvernementaux, oui. Puis c'est ça qui est complexe. Tout ça est à revoir, à reconstruire, toute l'infrastructure est à refaire. Clairement, il y a une crise dont tous les médias souffrent en ce moment. Par les médias, je ne veux pas dire les médias, la presse et tout, je veux dire... tous les artistes qui opèrent de leurs médias, de leur art, sans rentrer dans les détails, là, c'est un peu vague ce que je dis, évidemment, mais c'est peut-être moins préoccupant pour les Netflix et de ce monde, puis disons plus au sud, parce qu'ils ont énormément de moyens. Puis, oui. Mais tous les artistes ont de la difficulté à trouver le financement pour faire leur travail à l'heure actuelle, ou à peu près. Là. Ouais. Oui. Oui, parce que souvent, c'est pas ce qu'on recherche aussi, la liberté. Les gens recherchent souvent un confort. Et un confort, c'est souvent quelque chose qui est installé et qui est moins libre. Je parle des gens qui veulent diffuser ou qui veulent produire. Parler des qui, producteurs. Et oui. Donc, et tout ça crée de la peur. Et on sait c'est quoi la peur maintenant, parce que on connaît donc la peur s'installe un peu, puis tout à coup, les gens sont moins libres. C'est l'ennemi de l'audace. Oui, l'audace, c'est devenu dangereux, plus dangereux, je crois. Est-ce qu'il a raison, je ne sais pas? Selon moi? Oui. Oui, je réfléchissais, j'absorbais ce qu'il disait. Oui, après ça, il y a des gens qui peuvent se permettre certaines audaces. Quand tu fais 20 000 séries par année, ben là, c'est sûr que il y a de la place pour toutes sortes de contenus, pour toutes sortes de publics. Moi, tu vois, j'essaie mon prochain film est un film... d'atmosphère, d'horreur, mais dans lequel il y a aussi des accents de comédie. C'est une réflexion, en fait, c'est un film d'époque, c'est une réflexion sur la création. C'est la première fois que vous faites ça, un film d'époque. Oui. J'ai fait Laurence Anyways, qui se passe dans les années 90. Pour moi, c'est un film d'époque. C'est vrai. Mais là, on parle d'un autre siècle. Mais j'avais dit ça au Jutra à l'époque. Vous savez, c'est compliqué en faire un film d'époque, puis toute la salle avait ri, j'étais comme ça. Je me sentais un peu niaiseux. Oui. Est-ce que ça fait des jaloux? Revenons à ça, là. Un succès prégnant, une liberté dont vous avez disposé pendant des années, ou en tout cas que vous avez prise, hein, parce que J'enlève je pense... mon foulard. Ben, arrêtez donc. Ça crée des attentes, les médias parlent de vous, ont un regard, quand est-ce qu'il va faire son prochain film, tout ça. Est-ce qu'il y a un prix à payer, autrement dit, Xavier, pour avoir réussi ce que Denis considère comme quelque chose qu'il a envie, en fait, d'avoir instauré ça, cet univers-là, cette planète-là? Denis n'a pas grand-chose à m'envier, là. Il a lui-même créé quelque chose ça va assez bien pour lui. d'immense. Ben, je pense que c'est le cinéaste le plus talentueux de notre époque, tout simplement. Donc, voilà, tant mieux pour lui. Mais est-ce que ça a fait des... Tu me fais chier, Denis, tu me fais chier, OK? Tu me fais chier avec ton talent, puis avec Timothée Chalamet, tes petites planètes. Non, mais... Non, mais comment on vit avec ça? Ces attentes, cette pression, pendant un moment, très bien. Pendant un moment, j'y pensais pas. Puis à un moment donné, j'ai vécu un véritable choc, en fait, en arrivant avec Juste la fin du monde à Cannes. On était convaincus, en fait, on l'est encore, mais j'ai perdu foi en ce film-là, puis j'ai appris à le détester à travers le regard des journalistes américains, mais quand on est arrivé, on était sûr d'avoir quelque chose de fort, on était vraiment fiers, puis évidemment, il y avait eu Mommy, donc c'était 2 ans avant, puis entre les deux, j'avais été sur le jury, qui avait été une expérience vraiment bouleversante, sur le jury de la compétition officielle à Cannes, pardon. Et donc, puis là, on revenait avec ce film-là, et qui a été vraiment démoli. Puis je sais que mes amis, les gens sont tannés de m'entendre en parler. Il n'a pas été démoli à Cannes. Vous avez reçu un prix pour ce film. C'est 2 choses différentes. Ah ouais. Il a été démoli où?
Il a été démoli par les critiques américaines. Il n'a jamais été même vendu ou vu aux États-Unis à cause de ça. Puis il est atterri sur Netflix, je pense, des mois plus tard, puis sans trop faire de bruit, alors qu'il y avait quand même Manon Cotillard, Léa Seydoux dedans. Enfin, ça a été un choc. Ça m'a vraiment pris par surprise. Puis j'ai eu des difficultés à me relever de ça, beaucoup. Ça a ébranlé beaucoup de convictions, une confiance. Tu sais, j'ai énormément de doutes tout le temps, parce que c'est la nature de notre création aussi, puis de se remettre en question, de recalculer certains choix, de réexaminer. Pardon, excuse-moi, j'ai le nez bouché. Ah, c'est le thème de l'émission. En deuxième heure, il y a eu un Oui, c'est accident. ça. Mais pour ma là, part toi, aussi. tu t'es tout fait tantôt, puis là, moi, je vais me relever, je vais me relever tout à l'heure. Mais, non, mais donc Donc, c'est ouais. ça m'a ébranlé, puis ça a comme secoué mon système de valeurs, d'instinct, On vous apporte des pour mouchoirs. pour Ben moi. oui. Ben oui. OK. Au cas où vous en auriez besoin. Mais je vais faire ça quand quelqu'un d'autre va parler. En faisant Merci, Mais, Ariane. Ouais. Donc, il y a une rupture qui se fait là. Il y a quelque chose. Il y a quoi, Ouais. une perte de confiance? Ben c'est ça. Ce que je disais, c'est que moi, j'ai beaucoup de doutes, puis je me remets en question, puis Oui. je remets en question mes choix. On en discute sur les plateaux, sur avec mon équipe, avec les artistes avec qui je travaille, avec les acteurs, les actrices avec qui je travaille. On est tout le temps dans une réflexion constante. Mais dans ces doutes-là, il n'y a pas quand même le doute de soi. Parce que quand on commence à douter de soi, ben, énormément de choses s'effondrent, s'écroulent, puis là, ben, je sais pas comment on peut créer quand on doute profondément de soi. Et puis j'ai commencé à douter de moi après disons, cet échec-là, qui aux yeux des gens n'était pas un, puisqu'on partait avec le Grand Prix du Festival oui. de Cannes, personne ne comprenait, mais je Ben sais. oui. C'est donner beaucoup de pouvoir à des journalistes américains. Ben, en fait. faites un film pendant 1 an, puis rendez-vous à Cannes à 00h30 pour aller faire une répétition technique, ouvrez votre téléphone, puis regardez sur Twitter que les gens écrivent que c'est le pire film qu'ils ont vu de toute leur carrière à Cannes en 20 ans, par centaines. Puis appelez-moi. Puis dites-moi comment vous vous sentez à ce moment-là. Puis doit être si dur. tous les prix du monde changent quelque chose après. C'est génial de gagner le Grand Prix. Pour être honnête, en fait, on a appris au fil du temps parce que ces choses-là fuitent et que le film même allait gagner en fait la palme, qu'il y a eu des conversations pendant des heures et des heures entre lui et le film de Ken Loach. Donc, j'ose même pas imaginer comment les Américains m'auraient puni s'il avait fallu que ça arrive. Ouais. Alex? Mais c'est peut-être ça aussi le danger. Je pense que ce que Denis Villeneuve a envie de cet univers-là que vous avez créé, c'est à quel point il est singulier, mais aussi très personnel. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi le danger de faire des choses éminemment personnelles. Tous vos projets le sont. Tous vos projets sont près d'un univers que vous connaissez intimement, ont une sensibilité bien à vous. Puis probablement, quand c'est mal reçu, ben c'est d'autant Ça fait plus plus difficile. mal. Je pense Ben que Denis, lui, on l'a envie de pas probablement avoir à dealer avec ça. Pas que ces choses sont pas personnelles, mais je pense qu'il y a peut-être plus une distance entre lui et ses films que vous et vos films. Ah, il faudrait lui poser la question, je sais pas. Je pense pas. Je pense que Denis est quelqu'un qui a des doutes, des insécurités, comme tout le l'appelle. monde. FaceTime. Mais bon, ça sert à rien en même temps, il n'y a plus de caméra. Mais, Peut-être moins de proximité avec ces extraterrestres quand même, comme personnage. Oui, mais il y a quelque chose de profondément humain dans le cinéma que Denis fait, puis il y a un investissement total de sa personne puis de son intelligence. C'est juste qu'il y a énormément Ah, de mais moi. c'est pas ça que je disais. T'es là. en C'est une train de vision dire- vraiment t'es en train de intime. dire Moi, laissez-moi Non, parler à Denis, mais j'ai l'impression que ce que je veux dire, au fond, c'est juste que c'est plus difficile de recevoir des critiques comme celle-là, qui sont personnelles, finalement, parce qu'ils critiquent un film qui l'est. là. C'est ça qui est difficile. C'est pas de recevoir des critiques, c'est de recevoir des critiques qui sont extrêmement mesquines et c'est où les gens partent dans des élucubrations qui sont vraiment Mais qu'est-ce qui s'est une passé? espèce de psychologie Ils ont- 101 autour de qui je suis, qui je pourrais être, qu'est-ce que Ouais. j'ai pensé en faisant ce film-là, alors que c'est pas ce qu'on leur demande, c'est pas ça leur job. As-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça? C'est tout, là, tu sais. Oui. Mais pourquoi une charge aussi importante? Vous avez dû y penser, ça vous a tellement troublé. Pourquoi systématiquement les journalistes américains ont décidé que ce film-là, qui est excellent d'ailleurs, Pas juste celui-là. C'est l'ensemble un de l'œuvre? problème. Ben oui, Ah ouais. c'est un peu la bête noire de ma vie puis de ma carrière. Tu sais, mon rapport avec les journalistes américains et les journalistes peut-être, mais at large. Tiens.
Mais je sais pas. Il y a quelque chose de tu sais, je comprends. Tu sais, je suis arrivé dans cette industrie-là de façon fracassante. Un enfant prodigue. Avec un enfant terrible, c'est ce qu'eux disent. Avec une voix forte, efféminée, des grands gestes, des grandes lunettes, des grands cheveux, puis des prises de position, parfois pas nécessairement éduquées ou informées. Il y avait quelque chose de criard là-dedans, puis en même temps, les prix, puis après ça, des pubs de Louis Vuitton. C'est sûr, j'imagine que ça c'est pas ton usual director dude qui ferme sa gueule, puis qui adore se prendre un billet à la Cinémathèque québécoise. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que ça ait pu en faire sourciller quelques-uns, puis que ça puisse attiser certaines frictions ou tu parlais de jalousie tout à l'heure. Ouais. Je sais pas, j'aurais aimé ça jamais avoir à penser à ça. Tu sais, moi, ça m'aide pas vraiment à évoluer dans ma propre création, tu sais, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent être... Mais il faut mettre ça de côté. Est-ce qui s'est passé? Bon, après ça, là, on est en 2016. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Vous dites ça a été marquant pour moi parce que j'ai perdu une partie de ma confiance. Vous avez quand même fait des très, très bons films après. Oui, mais ils ont eu des succès différents, plus modestes, tu sais, que Mommy, par exemple, tu sais, qui demeure, donc, pour plusieurs, le film. Puis, ben, après, c'est un cadeau dans une vie, tu sais, de faire un film comme ça, mais il y a c'est une promesse aussi qu'on n'arrive pas nécessairement à remplir à tous les coups. Ça peut devenir un poison, tu sais. D'accepter qu'il n'y aura pas peut-être de moment dans ma carrière, moi, plus jamais, où il va y avoir un personnage qui va ouvrir comme ça les périphéries de l'écran. C'est ça. Oui. La vie est encore longue, hein, Xavier, là. Oui, mais non, Quand mais même. c'est pas cette question-là. C'est que moi, je me donne pas ce défi-là à moi-même, mais je sais que les gens l'attendent de moi. Fait que c'est troublant, puis ça vient remuer encore énormément de doutes encore, tu sais, d'insécurité. Mais tu vois, le projet que je fais présentement, j'ai une très grande confiance en ce projet-là. Je l'aime beaucoup, il m'inspire. Je me sens extrêmement créatif en ce moment. J'ai fait un clip pour Elton John Ben et oui. Brandy Carlile. Vous êtes plein d'actualités. Vous allez à Cannes encore, là. On vous accueille ce soir après la sélection officielle, 2 jours après l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes, qui va commencer le 13 mai. Du 13 au 24 mai, vous y serez, non pas en tant que cinéaste, mais en tant qu'acteur, Xavier. Ouais. Bon, ça vous fait du bien de jouer, là. Ouais, Puis beaucoup. vous avez du succès comme acteur. Vous jouez dans Ça me fait du bien. Ben, Non, j'imagine j'ai l'impression que j'ai je comprends, mais je veux pas avoir l'air de venir ici et d'être un grand malade, puis une grande victime, puis les journalistes maïs, puis c'est Avec pas sa ça. boîte de mouchoirs. C'est pas, ouais, c'est ça. Arrêtez de penser à ce que les gens vont penser, tiens. Non, mais je répondais à vos questions. Oui. Je dis pas non plus que je me réveille le matin en pensant à ça, mais Vous par êtes rapport à- sincère, c'est ça qui est le fun. Vous êtes sincère, vous répondez. Ben, je sais pas L'inconnu de comment- l'Arche. Ouais, L'inconnu L'inconnu de la Grande Arche. La Grande Arche, voilà. Ouais. L'inconnu de la Grande Arche, c'est un film de Stéphane Demoustier, Ouais. campé en 1983 dans l'entourage de François Mitterrand. Oui. Vous jouez Jean-Louis Subilon. Alors, j'ai vu des photographies, c'est remarquable comme personnage. C'est un fonctionnaire. Oui, il s'habille très bien. Oui. Non, mais là, on est dans un rôle de composition. Quand je dis que ça doit vous faire du bien ça de m'a fait jouer. énormément de bien. J'ai adoré d'ailleurs. En fait, j'ai adoré jouer ce rôle. J'ai adoré qui est un fonctionnaire Ouais. qui ménage un peu la chèvre et le chou entre qui est l'intermédiaire entre Mitterrand, qui est le responsable en fait de les grands projets architecturaux de Mitterrand qui ont été déterminants dans son mandat, ses mandats. Ouf, en tout cas. Oui, Mitterrand était Ouais. au pouvoir 2 fois. Ouais, Oui. il y a eu Mais 2 fois de deux- suite. Il était là Ouais, longtemps. c'est C'est ça. 7 ans. Son à l'époque. long Ouais. mandat. Mm. Et donc, c'est un personnage tout à fait coloré et qui était agréable à jouer, qui est rempli d'insécurité. C'est un gros rôle de composition pour moi, ça. Non, mais un mais c'est un fonctionnaire, petit quand nerveux, même. c'est un petit Ben rigide, oui. mais c'est quelqu'un en même temps qui accorde une grande valeur à l'art, qui respecte énormément les artistes, mais qui doit en même temps, il faut que ça rentre dans le budget. Tu sais, fait que... Il a donc, pensé à vous pour jouer ça. Est-ce qu'il vous l'a dit? il n'a pas pensé à moi pour jouer ça. Mon agent a pensé à moi. Puis il y a eu il y a un acteur qui s'est désisté au dernier moment, qui faisait un autre projet, puis qui a dû faire ce choix difficile. Puis mon agent a suggéré cette idée à Stéphane Demoustier. Je suis allé le rencontrer, puis
voilà, on a pris un café ensemble. Puis le lendemain, il m'a appelé puis il m'a dit, écoute, faisons ce film ensemble. Et pour la première fois de ma vie, chauffeur a emprunté les Champs-Élysées pour rejoindre le périphérique pour se rendre à l'aéroport. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'Arche de la Défense, la Grande Arche dont il est question dans le film. Je n'avais jamais vu de mes yeux l'Arche de la Défense. Ça avait échappé à mon, tu sais, pour être à un certain endroit, à un certain moment, là, on s'entend. Et puis voilà, c'était juste une belle conjoncture. Puis ça a été une belle expérience ensuite aussi. Vous êtes comment comme acteur sur un plateau avec un cinéaste qui vous dirige? Est-ce que vous êtes commode? Je niaise beaucoup. Avec les, tu sais, j'ai eu énormément de plaisir avec Swan Arlo. Une connerie attendait pas l'autre. Puis, mais mon grand bonheur, mon grand plaisir, c'était, blagues à part, c'était de pouvoir aussi ne pas avoir à répondre à 40 000 questions. À 40 000 questions, Oui. puis avoir cet reposant. espace-là, ce petit, c'est un 30 secondes, c'est mon 30 secondes, en fait, qui me permet de me fermer ma gueule, puis de, oh mon Dieu, est-ce que j'aperçois le Listerine push-push, là, Oui. le truc Vous en voulez? qui décape le goulot, j'en Oui. veux, ouais. Bon. S'il te plaît, j'adore ça. Ça va être 4 atomisations pour moi. Merci. Cette fête fort. Oui. C'est très visuel en ce qui se passe. Oui. Les Kleenex, le Listerine. Malheureusement, on n'est plus à la télévision, mais bon, les gens qui nous écoutent peuvent faire travailler leur imagination, c'est formidable. Oui. Non, donc oui, c'est de pouvoir 30 secondes avant le début d'une prise se retirer, puis retrouver la voix, le rythme d'un personnage, commencer à parler un peu comme lui, juste pour éviter de perdre ce 30 secondes-là. Tu sais, pour moi, les 30 premières secondes d'une prise sont souvent à discarter un peu au montage parce qu'on rentre dans quelque chose, puis surtout quand moi je joue dans mes propres films puis qu'on vient me poser une question sur un accessoire juste avant 3, 2, 1, action, ben là, c'est sûr que je suis dans un espace qui est pas... Concentré. On le fait, Oui. tu sais, c'est pas non plus... je veux dire, je suis pas dans une méthode à n'en plus finir. C'est simple, au fond, et sincère. Jouer, il faut aller... Je veux dire, ça requiert un niveau de préparation, de concentration, mais c'est ça. J'ai trouvé que c'était plus optimal, en tout cas, sur ce plateau-là, et dirigé par d'autres, de pouvoir justement Tant entrer mieux. dans cette... Vous êtes un bon client? Oui. Oui, je suis un bon client. Je fais pas chier les réalisateurs, c'est ça la question, en leur disant, t'as-tu pensé à mettre ta caméra là? Je suis pas niaiseux. Le 13 mars dernier, on a lancé le clip de la chanson Swing for the Fences. On va en entendre un extrait de cette chanson pendant qu'on va lequel je vais continuer à en moucher. parler. Oui, alors un duo entre Elton John et Brandy Carlile. Clip que vous avez réalisé après Indochine, Adele. Voici Elton John. Bon, pendant que vous vous mouchez, là, oui, allez-y. Non, mais allez-y, parce que... Par ma tour que je me mouche. Oh, c'est épouvantable, on vous entend vous moucher. Non, mais je pensais que tu me... Elle l'a pas fait. non? Bon, alors ça va, là? Vous avez terminé? Je pensais qu'elle allait fermer le micro. Pourquoi il faut laisser le micro ouvert pour m'entendre me moucher sur Je fais Elton ça John? parfois, c'est de ma faute. C'est un Là, moment. Tabarnak. Fallait vivre le moment. Mais c'est bon, les deux. Mais oui, ça ajoute ce je ne sais quoi. Bon. Mais regarde, on l'a enregistré, on va leur envoyer un template pour qu'ils fassent Pourquoi vous réalisez des clips, Xavier? c'est comme une espèce de rinçage artistique. C'est plus court comme expérience. Ça te permet de te... J'en ai-tu partout? Non, ça va bien. Ça va très bien. OK. Ça permet d'aller ailleurs. Moi, j'ai jamais fait de court-métrage, puis c'est un format pourtant qui m'attire énormément, mais tu sais, les gens commencent en faisant des courts-métrages, puis après ça, ben, ils font des longs, mais moi, j'ai commencé avec j'ai tué ma mère, j'ai commencé en faisant des longs, puis... donc, ce format court-là m'attire énormément. J'ai jamais pu vraiment me prêter à cet exercice. Donc, le clip est une occasion Ben oui. de le faire. Bon, puis, comme dirait ma mère, vous vous mouchez pas avec des plures d'oignons, hein? Indochine, Adele, et maintenant C'est bien- Elton c'est bien John. fait, non, mais bravo. oui, c'est. Non. Alors, Elton John, lui, est-ce qu'il s'est impliqué dans. Est-ce que vous avez eu un meeting avec par lui? Zoom, Ah mais, ouais, hein? mais tu sais, c'était, en fait, c'est un album, un album de chansons entre Brandy Carlile et Elton John. C'est son projet, oui. C'est paru le 4 avril. Ouais, qui est un album fort coloré et vivant et très expressif et très Elton et Brandy, là, très cohérent comme produit. Ils sont de bonne humeur.
Ils sont de bonne humeur, oui, c'est ça. Ils ont... Ils ont de l'énergie. Non, mais ils ont de l'énergie. Oui, non, ça me fait... J'arrive pas vraiment à trouver des mots plus intéressants là, pour parler de la chanson, mais comment c'était le meeting en Zoom avec Elton? C'était super, puis c'était pas la première fois qu'on essayait de de travailler ensemble pour un clip, et puis là, ça a fonctionné, puis on a tourné ça à Boucherville. Ouais, puis j'ai tourné une pub de Gucci aussi au bar La Remise, sur Esther et Boucher. Ouais. Bon, Fait voilà. que j'adore emmener ces gens, leur faire visiter un peu un petit coin de pays, quoi. Il me semble de voir les clients de chez Gucci, hein, quand même. Oui. Ils étaient contents au bar La Remise, ça sentait pas trop la clope. C'était fun. Le lien entre les deux projets, Gucci et le clip pour Elton John, il y a une histoire queer dans les deux Ouais, cas. effectivement. Bon. Et ça fait partie de votre œuvre depuis le tout début. La construction de personnages queer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Non. Xavier besoin, Dolan. Encore hier, là, le chanteur canadien Bells Larson, c'est un homme trans, a annoncé sur son compte Instagram qu'il doit annuler sa tournée aux États-Unis. Parce que trop de menaces, j'imagine. Ouais, pour des enjeux de révocation de visa à l'égard Parce des qu'il y a personnes un trans. M sur son passeport. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui va advenir des personnages queer? Est-ce que ça va être encore possible dans la fiction au cours des prochaines années? De les représenter, de les mettre en scène, de les écrire, de les imaginer, parce que là, ils deviennent persona non grata. Écoute, s'il faut imaginer un monde où on peut plus artistiquement s'exprimer, puis où l'art n'est pas une forme de résistance, là, on est vraiment dans la merde. Je pense que pour l'instant, les personnages queer ont encore leur place dans la création. Nous, ici, on est, comment dire, à l'abri, j'ai envie de dire, mais non, on ne l'est pas, en fait. Ces glissements-là sont tellement pernicieux, Exact. puis se perdent partout dans le monde, puis je vois pas pourquoi. On dit tout le temps qu'on est donc fins, nous, les Canadiens, on est donc gentils, on est donc, mais tu sais, il y a énormément des racines de QAnon qui sont enracinées. Les racines enracinées, c'est... Je savais que vous alliez faire ça. Vous faites toujours ça. Okay. Vous êtes toujours en train de vous juger quand Ben vous non, mais parlez. c'est parce que c'est sûr que ça aurait pu être un petit peu plus... voilà. Non, mais il y a une crainte quand même, parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est nos voisins, là, quand même. Là. Puis Mais ils ont on un est impact aussi sur la culture populaire. À la veille d'une élection qui pourrait tout changer aussi. C'est ça. Au Canada. C'est ça, au Canada, là, comme dans quelques jours. Là. Mais je pense que, tu sais, je sais pas, je veux pas parler pour Xavier, parlons-en, là, mais c'est plus important que jamais. J'ai l'impression, au contraire, de voir des personnes queer puis de les complexifier dans les médias. Là. Ben, moi, c'était essentiel pour moi quand j'ai entendu la chanson. J'ai tout de suite vu ça aussi. Puis, c'est sûr que c'est pas une idée qui change le monde. Là. Un jeune garçon qui danse en boxeur, puis qui embrasse un voisin, mais apparemment, je pense qu'on a vécu longtemps dans une espèce de pas de confort, parce qu'on est dans une région du monde qui est privilégiée, mais on a eu l'impression de vivre de grands progrès qui nous sont maintenant enlevés. Ça va de la révocation donc des droits trans à ces histoires de passeport, à l'effacement aussi à Washington de la place BLM. On est en train d'effacer le progrès, on est en train d'effacer énormément de gens. Donc, c'est important à travers l'art de leur redonner une image, un miroir, une parole. J'ai essayé de le faire avec Gucci, de montrer une intrigue de jeunes gens, gars, filles, qui sont à la fois amis, à la fois amants, où il y a une sensualité, où c'est romantique entre eux, sans se poser de questions, sans rêver le clou de qu'est-ce qui est quoi, qui tu sais, pour montrer justement la simplicité puis de la liberté, de cet amour-là, de ces amitiés amoureuses-là. Puis ben, dans le cas de la chanson d'Elton John, c'est un peu la même idée, tu sais, de dire que... Moi, la seule preuve que j'ai jamais eue au fil de ma vie, de ma carrière, que ce que je fais sert à quelque chose, c'est quand les gens m'en parlent puis qu'ils m'écrivent des lettres. J'en ai encore reçu une en Colombie l'autre parce jour. que vous rentrez de Colombie, hein? Vous êtes allé participer à un festival à Carthagène. Oui, exactement. Puis j'ai parlé à un moment donné de m'être senti seul dans les dernières années, d'avoir passé beaucoup de temps à réfléchir, blablabla. Puis, ben, j'imagine qu'il l'a écrit donc pendant cette conversation-là devant le public, mais il y a un jeune homme qui est venu me porter un mot à la fin, puis qui me disait que
en fait, lui aussi s'était senti seul à une époque, pendant la pandémie, un peu avant, mais que, heureusement pour lui, ce qui l'avait aidé à se sentir moins seul, ben, c'était de regarder mes films. Donc, oui. c'est un peu... j'ai pas envie d'avoir l'air de me valoriser à travers ça, mais c'est quand même une preuve directe et concrète de l'immédiateté, de l'efficacité, de la portée de ce qu'on fait, du travail qu'on fait, chez une personne excessivement éloignée de notre monde, de nous. Et donc, la preuve que la culture, l'art voyage, a toujours voyagé, trouve les gens, que les gens le rapportent chez eux et que ça aide à certainement ouvrir, changer, apaiser les mentalités. Mais oui, vous rentrez, je le disais, donc de Carthagène en Colombie, on vous a remis un prix pour l'ensemble de votre carrière, hein, quand même. Dans votre discours J'ai d'acceptation. chialé en leur disant, ben là, j'ai pas fini. Puis ils ont dit, ben là, c'est tout ce que tu dis tout le temps que tu feras plus de film, donc on t'a donné le prix. Ils n'ont pas pris de chance. Bon, dans le discours d'acceptation de ce prix, vous avez parlé de ce qui se passe en Palestine, dans la bande de Gaza. Pourquoi vous prenez position? Vous le faites beaucoup dans les médias sociaux aussi, sur Instagram, Xavier. Pourquoi? En terminant, pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi? Ben parce que c'est humain, parce que c'est normal, parce que je m'inquiète pour mes frères, mes sœurs palestiniens, pas que palestiniens d'ailleurs, mais que ce à quoi on assiste présentement, c'est une dissociation pure là, de tous et toutes envers ce qui se passe là-bas. C'est comme si ça n'existait pas. Je sais, je suis pas mal sûr que qu'il y a des gens autour de moi, des amis qui sont tannés de voir mes stories, puis mais moi, je peux pas ne pas réagir à ce génocide-là, à cette cruauté-là, à cette indécence là. Et c'est important pour moi de prendre position, de prendre parole. Et puis après ça, on n'est même pas dans le débat de l'antisémitisme, parce que si on est encore dans ce raccourci intellectuel-là qui est tellement facile, qui est tellement pauvre, je veux dire, moi, j'ai pas besoin d'être... ça n'a rien à voir. D'abord, premièrement aussi, les Palestiniens sont sémites, donc les Arabes sont sémites. Il n'y a pas que les Juifs qui sont sémites. C'est un espèce d'un terme qu'on donne à la diaspora juive, mais voilà, c'est juste une petite nuance, mais historiquement, c'est la vérité. Pour moi, de voir à chaque jour des corps volés en éclats, des enfants éviscérés, puis surtout des gens éhontément dire, par exemple, à Tel Aviv ou je ne sais où, que tous les Palestiniens sont forcément associés à Hamas. C'est de la culture, c'est de la... en fait, c'est un mensonge pur, facile à déboulonner, mais qui vaut apparemment pas notre temps ou notre intérêt. Donc, je fais ce que je peux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part utiliser cette tribune pour montrer les vies humaines, parce que ce sont des vies humaines, même si on semble apparemment, dans nos doubles standards, penser les déshumaniser complètement. Oui. La banalité du mal. Oui, pour citer Hannah Arendt. Oui, c'est la grande penseur de notre époque. Hein. Je dis beaucoup et souvent qu'il faut la lire et la relire. Xavier Dolan, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir que vous soyez là. Merci. Ce soir, le formidable Gilbert Sicotte. Oui. Gilbert, vous êtes né le 18 février 1948 à Montréal. Vous étudiez à l'École nationale de théâtre de 65 à 69 que vous quittez parce que vous trouvez l'approche trop